Les micros sont allumés. Bienvenue, bonjour à tous les quatre. Johanna Brousse, vice-procureure en charge de la cybercriminalité au tribunal judiciaire de Paris. Bernard Barbier, président de BB Cyber. Le général Christophe Husson, commandant en second de la gendarmerie dans le cyberespace. Et Philippe Latombe, député de la première circonscription de Vendée, membre notamment de la commission des lois. Bienvenue à tous les quatre. Peut-être une première question, Bernard Barbier. Le premier frein pour stopper cette cybercriminalité dont on va parler ensemble et dont on parle depuis ce matin, c'est que le terrain de jeu, et on l'a dit dans la première partie, le terrain de jeu, il est immense et qu'il n'a pas de frontières. Donc forcément, ça démultiplie les risques. Oui, bonjour à tous. Oui, ça marche. Oui, par nature, le terrain de jeu n'a pas de frontières, puisque la cyber n'a pas de frontières. Et c'est ça, en fait, qui est le changement profond par rapport à d'autres risques. Et je pense que cette non-frontière, pour moi, est un changement total d'approche. Il faut qu'on ait une approche complètement différente, justement, du fait qu'il n'y ait pas de frontières. Et en sachant qu'on a un continuum complet dans cette criminalité, puisque ça peut être une criminalité étatique, de l'espionnage. Par exemple, on voit ce qui peut se passer entre l'Ukraine et la Russie. Donc là, on est au niveau des États. Et puis on peut être au niveau, je dirais, d'une cybercriminalité de très très bas niveau. Et donc on a un continuum, et il faut qu'on ait une approche, je dirais, globale dans ce continuum. Moi, ce qui me pose beaucoup de problèmes, c'est qu'on a, je dirais, en 2007, j'ai eu la chance de participer à cette réflexion. Donc il y a eu une première réflexion en 2007 qui a été assez disruptive par rapport à ce qui existait, puisqu'il n'existait quasiment rien. Mais je pense que maintenant, il faut qu'on ait une réflexion complètement disruptive encore, parce que on voit bien qu'en 2023-2024, les choses sont complètement différentes. Ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, on voit bien qu'aussi ça apporte énormément d'évolution. La cybercriminalité ne fait qu'augmenter, puisque toutes les entreprises sont touchées. Donc il faut qu'on se pose la question. Voilà. Il y a certains États qui ont mis en place des réflexions majeures. Je pense que les États-Unis viennent de publier récemment leur stratégie cyber, très intéressante. Je pense qu'il faut qu'on se pose la question, nous, en France. Alors, avant de se poser cette question-là, mais on y viendra, je voudrais qu'on parle de cet espace sans limite, Christophe Husson. Il faut peut-être dissocier dans cette menace ce qu'on appelle la menace du haut du spectre et puis la délinquance de masse. On parlait des deux bouts de la chaîne, finalement. Or, quand on est entrepreneur, on peut être confronté aux deux. Ah oui, effectivement. Alors la typologie est vraiment très vaste, à la fois sur le type d'attaque, mais aussi sur le profil des attaquants. Alors je vais parler vraiment de ce qu'on a observé, nous, côté gendarmerie, et ce que l'on a pu voir vraiment sur la partie haut du spectre. Ce sont des organisations criminelles qui sont très organisées et qui sont finalement un peu sur le même modèle que ce qu'on peut trouver dans le monde de l'entreprise. Typiquement, vous avez un directeur, vous avez un directeur financier, vous avez un directeur des ressources humaines, un directeur technique, un directeur commercial, parce que c'est particulièrement important en fonction du modèle économique qui a été choisi. Et c'est vraiment une criminalité qui s'attaque en général à des entités qui sont particulièrement importantes et qui ont les moyens de payer aujourd'hui. Et si je peux illustrer un petit peu, ce sont des choses qui sont très concrètes, puisqu'on a eu l'occasion sur ces derniers mois de pouvoir interpeller un certain nombre d'individus sur ces types de réseaux. Je pense en particulier à une opération qui s'appelle Bitslato, où on a pu saisir plus de 18 millions d'euros en équivalent de crypto-monnaies, qui servaient essentiellement à du blanchiment d'argent. Donc c'est un exemple, mais c'est un exemple qui montre que, en tout cas, j'ouvre une petite parenthèse, mais déposer plainte, c'est utile. C'est quelque chose qui marche parce qu'on arrive à retrouver aussi un certain nombre d'auteurs. Alors c'est un exemple, mais il y en a tout un tas d'autres sur ces derniers mois. Et puis vous avez aussi, par rapport à ces modèles économiques, parce que ça a été dit un petit peu tout à l'heure, mais on voit que c'est de plus en plus compliqué aussi de pouvoir attaquer des grands groupes qui sont plutôt bien équipés aujourd'hui pour se prémunir des attaques. Et ces entités ont un peu modifié leur modèle et louent quelque part leurs services à des entités qu'on peut appeler des affiliés, parfois des particuliers, des organisations qui ont beaucoup moins de compétences, qui n'ont pas beaucoup
qui n'ont pas besoin de compétences techniques très évoluées, très avancées, et qui vont justement contribuer à la massification des attaques. Et ils vont partir un petit peu à la pêche, c'est-à-dire qu'ils vont lancer leurs attaques partout, tous azimuts. Et c'est là où on va avoir beaucoup de collectivités territoriales, beaucoup d'entreprises, essentiellement des PME et des ETI qui vont être victimes, également des hôpitaux, les professions de santé ou tout un tas d'entités diverses et variées. Et on va voir celles pour lesquelles ça fonctionne et celles pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Et là, vous aurez souvent, si on parle vraiment du rançongiciel, parce que c'est encore quelque chose qui est particulièrement développé aujourd'hui, eh bien, vous aurez des montants de rançon qui sont bien moins importants que ceux qu'on demande aux grands groupes. Et parfois, ça peut effectivement marcher. Puisque vous évoquez les ransomware, pour les TPE, les PME, les ETI, c'est essentiellement ça qu'on observe aujourd'hui. Et justement, derrière ces ransomware, est-ce que les groupes criminels sont forcément les mêmes, ou est-ce que, comme on l'a dit ce matin, ils peuvent changer de profil en fait et aller vers être à leur compte le matin et associer l'après-midi à un autre groupuscule? Alors effectivement, on l'observe beaucoup. Il y a beaucoup d'attaques par rançongiciel sur ces PME et ces ETI. D'ailleurs, c'est une grande partie des dossiers qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, c'est pas les seuls. On a évoqué aussi tout à l'heure l'arnaque au faux président. Ce sont aussi des choses que l'on voit aujourd'hui. Et puis, il y a une délinquance de masse très, très globale qui peut toucher les particuliers et qui peut aussi toucher les entreprises. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui reste encore particulièrement répandu. Ensuite, sur les auteurs, j'évoquais tout à l'heure les affiliés. Typiquement, on peut très bien être affilié d'un groupe de rançongiciel, ça peut être du Lockbit par exemple, et être aussi affilié d'un autre groupe potentiellement. Et quelque part, il y a une volonté forte qui est celle de faire de l'argent, et tous les moyens sont bons. Donc rien n'est exclusif de l'autre, et toutes les possibilités sont offertes à l'attaquant potentiellement pour pouvoir promulguer ces attaques. Et ça, c'est typiquement la conséquence majeure pour les entreprises qui, elles, finalement, peuvent être victimes de tout un tas d'entités. Philippe Latombe, comment est-ce qu'on fait redescendre justement l'information sur cette menace dans les territoires, et comment est-ce que la loi peut être quelque chose qui vient appuyer en fait ce travail qui est fait par les services aujourd'hui? La loi peut pas tout. Et très clairement, dans la partie éducation, transmission des informations, des bonnes pratiques, la loi, elle sert pas à grand-chose. Elle sert éventuellement à donner des moyens au ministère de l'Intérieur, donc à certaines parties des forces de l'ordre qui sont spécialisées sur ce sujet-là. Elle sert à financer cybermalveillance, par exemple, pour qu'ils puissent développer ce genre de choses. Ensuite, il faut que le sujet, ce soit les territoires qui s'en emparent. Et qui peut s'en emparer le mieux qu'une partie des collectivités territoriales qui sont très allantes sur la partie économique, parce que elles vivent des entreprises de leur territoire. Et quand on a une entreprise, moi en Vendée, j'ai des grosses PME familiales, on sait très bien que si jamais elles sont attaquées et qu'elles sont à genoux, c'est l'économie du territoire qui va souffrir. Et donc, il y a une prise de conscience de certains territoires sur le sujet. Le gros avantage, c'est quand on a effectivement un territoire homogène qui a l'habitude de travailler ensemble, et c'est ma chance en Vendée, parce qu'on a toujours mutualisé la fibre, ce genre de choses. Donc c'est assez facile de faire des actions avec les collectivités territoriales et les entreprises. Donc c'est bottom-up aussi. Hein, voilà, ça fonctionne comme ça, et ces bonnes pratiques locales doivent être le plus possible essaimées. Il y a des initiatives qui sont en cours, et dont on parlera peut-être au FIC la semaine prochaine, pour essayer de donner des sortes d'aide aux collectivités pour qu'elles commencent à comprendre qu'il y a des choses à protéger, et parce qu'elles auront compris qu'elles ont besoin de se protéger, elles pourront aussi dire et à leurs habitants et aux entreprises qu'il faut qu'elles le fassent. La loi peut pas tout, mais la LOPMI a été un déclencheur là-dessus. On a essayé de montrer que par la LOPMI, le ministère de l'Intérieur, à l'image de ce qu'avait fait le ministère des Armées, le ministère de la Défense, a commencé à intégrer que la cybersécurité et donc la lutte contre la cyberdélinquance était quelque chose d'important et qu'il fallait donner des moyens. Et puis il faut aussi numériser l'État, commencer à faire en sorte que ça s'instille partout au sein de l'État. Si je vous ai posé la question sur la loi, c'est parce qu'on voit bien qu'on est face à un ennemi qui change de périmètre, qui change de visage. Donc la loi, par essence, c'est quelque chose qui fige. Est-ce qu'on peut arriver à faire cohabiter une loi face à cette cyberguerre qui est mouvante ? Alors, je donne un exemple très concret, et je pense qu'il faut que tout le monde en ait conscience. On va arriver dans une période 2024 qui va être une période très particulière. Les Jeux Olympiques vont mettre l'intégralité de la France sous lumière. Ça va être génial parce que ça va faire de la pub,
Ça va être aussi, et on l'a vu avec notamment Tokyo, avec les Japonais, que c'est un moment où on aura des cyberattaques de partout. Et des cyberattaques qui vont toucher à la fois des collectivités et des organismes de services vitaux, les hôpitaux, etc. Mais ça va aussi toucher des entreprises. Pourquoi ? Ça a été dit tout à l'heure par le général. Il y a des bots, des robots qui viennent voir frapper sur les digues, voir où est-ce qu'il y a des failles, et dès qu'il y a une faille, ils s'engouffrent. Et donc, ils vont forcément essayer de profiter de ce moment-là pour... Et donc, la loi, aujourd'hui, elle a pour objectif de donner un cadre, de donner une visibilité. Mais ce n'est pas elle qui va aller dans le détail de l'ensemble des choses. Pour ça, on a des services, on a des associations, on a des autorités administratives indépendantes ou des autorités administratives tout court qui sont là pour ça. La CNIL, l'ANSSI, la gendarmerie, le cybermalveillance. Et tout ça, il faut qu'on arrive, nous, en tant qu'élus, à le descendre le plus. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse ce genre de réunion partout en France, qu'on ait le cybercampus délocalisé, décentralisé, partout dans les territoires. On est en digital, hein, donc ils sont avec nous dans les territoires, en tout cas je l'espère. Le digital c'est bien, mais quand on en parle avec un chef d'entreprise, quand on lui explique, quand on arrive à en discuter en face à face, pas simplement par du digital, quand on va dans son entreprise et qu'on lui dit si jamais tu as une attaque, que tu n'as plus de clients, tu fais comment ? Et ça aujourd'hui ça marche aussi. Le digital c'est génial, je suis le premier à pouvoir promouvoir le digital, mais c'est pas ça qui permet parfois d'aller jusque dans l'entreprise pour montrer que là, il y a peut-être une faille. Alors, les failles, justement, on va y revenir avec vous, Johanna Brousse, parce que Christophe Husson l'a dit tout à l'heure, c'est important de porter plainte. Or, vous constatez qu'aujourd'hui encore, par rapport au nombre d'infractions, il y a trop peu de plaintes qui sont déposées. Est-ce que vous l'expliquez ? Pourquoi ? Est-ce qu'on sait le dire ? Alors, le dépôt de plainte, pour nous, c'est essentiel. Pourquoi est-ce que les entreprises ne déposent pas encore suffisamment plaintes ? Moi, je l'explique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a la peur, l'irréputation, qui reste très important pour elles. On veut rassurer sa clientèle, on veut se montrer invincible, même si, effectivement, il y a une tendance et un infléchissement. On constate quand même que les entreprises sont plus amenées à déposer plainte que dans le passé. Le chiffre noir reste quand même énorme. Il y a ce problème de irréputation, et puis on le sait très bien, lorsqu'il y a une crise cyber, le chef d'entreprise, le cadet de ses soucis, c'est d'aller déposer plainte. Ce qu'il veut, c'est pouvoir remettre son entreprise en fonctionnement le plus vite. Oui, sauf que c'est important de déposer plainte parce que ça permet notamment de tracer les criminels. Hein. Ça, les victimes le savent peut-être moins, parce que vous pouvez aussi leur apporter une aide technique. Alors, l'intérêt du dépôt de plainte, il va s'effectuer à plusieurs niveaux. Déjà, nous, plus on va avoir de plaintes, plus on va avoir de données, et plus on a de données, plus on va réussir à interpeller les cybercriminels. Donc, interpeller les cybercriminels, ça veut dire moins d'attaques derrière. On peut leur fournir, dans certains cas, une aide technique. Alors, ça ne sera pas systématique, mais on a eu, ces derniers temps, plusieurs ransomware pour lesquels on avait le déchiffreur. Alors, c'est des informations qu'on ne peut pas révéler parce que si on dit à tout le monde « Ah, on a le déchiffreur pour ce type de ransomware », derrière, le modèle économique des auteurs d'infractions va changer et ils vont passer à un autre type de ransomware. Donc, c'est vrai qu'on a pu aider de nombreuses collectivités publiques et certaines entreprises lorsqu'elles ont déposé plainte et lorsqu'on a su que c'était tel ransomware pour leur donner le déchiffreur. Et là, c'est la gestion de la crise, elle passe de plusieurs mois à quelques jours. Et puis, au-delà de l'interpellation, de l'aide technique qui peut être fournie, c'est aussi, et ça a été rappelé, la saisie des avoirs criminels. On est vraiment centré sur ce point. Pourquoi ? Parce que si on saisit l'argent des criminels, on leur coupe une partie de leurs ressources et on évite qu'ils deviennent des monstres colossaux. Et puis, on peut indemniser les victimes. Ça, je pense que c'est important. Un autre exemple par rapport à celui qu'a donné le général Husson, dans un dossier de la gendarmerie, ils ont réussi à récupérer 1,4 million qui va être rendu directement à l'entreprise qui avait été victime de la cyberattaque. Donc, c'est quand même pas négligeable. Général, oui, je crois que vous vouliez intervenir et réagir. Oui. Sur cette question du dépôt de plainte notamment. Oui, alors évidemment, je suis totalement dans le sens de Madame Brousse, mais je voudrais rajouter un petit complément. C'est qu'au-delà du dépôt de plainte, il y a aussi l'alerte immédiate des forces de sécurité intérieure, donc la gendarmerie ou la police nationale. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a besoin de préserver la trace numérique de manière à pouvoir commencer dans les meilleures conditions nos investigations. On peut faire le parallèle finalement avec un cambriolage. Vous êtes victime d'un cambriolage, vous faites le 17.
l'opérateur va vous dire écoutez, ne touchez à rien, les gendarmes ou les policiers vont arriver. Et quelle est la première action? C'est d'essayer de relever des traces papillaires, donc des empreintes digitales, de relever les traces ADN. Et bien en matière de numérique, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien de projeter, en fonction évidemment de la typologie de l'attaque, quand on est vraiment sur du haut du spectre, on parle encore une fois du ransomware, mais ça concerne beaucoup les PME, les ETI. On projette à la fois un enquêteur, un spécialiste dans le domaine technique, et l'idée c'est bien ça, tout de suite, de pouvoir faire cette opération. Parce que l'entreprise, sa première réaction, et c'est légitime, c'est de rétablir son système. Donc elle a besoin d'un opérateur qui va faire de la remédiation. Et la remédiation, forcément, à un moment ou à un autre, elle va avoir une action potentiellement destructrice. Donc on a besoin de pouvoir travailler ensemble et le faire immédiatement. Donc le dépôt de plainte est une nécessité, mais l'alerte immédiate pour qu'on agisse est également très importante. Mais alors moi, je suis chef d'entreprise et je me dis, oh là là, déposer plainte, ça va être une paperasse pas possible, je vais en avoir pour des heures. Là aussi, il y a des efforts qui ont été faits, je crois, pour essayer d'accélérer les procédures et pour rendre ça un peu plus souple et un peu moins contraignant pour l'entrepreneur, pour qu'il puisse justement faire la démarche? Alors, nous, ça a été une de nos priorités, faciliter le dépôt de plainte auprès des entreprises. Donc il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Je sais que la gendarmerie et la police ont travaillé pour l'accueil dans les commissariats. On a diffusé des modèles de plaintes pour qu'ils puissent être reçus par ce qu'on appelle des plaintiers qui soient au fait de cette délinquance et puissent recevoir leur plainte de façon adéquate. Mais on a aussi pensé à ceux qui ne pouvaient pas se déplacer au commissariat ou à la gendarmerie parce qu'ils sont trop pris par la gestion de la crise. Et on a mis en place, notamment pour les ransomware, un système de plainte papier. Donc en fait, c'est une plainte que vous avez à un formulaire type que vous avez à compléter. Avec des petits éléments techniques, évidemment, parce que, comme le général Husson l'a dit, on a besoin des éléments techniques très rapidement, mais ça, vous pouvez vous faire aider par votre société de remédiation. Et cette plainte, vous la renvoyez sur l'adresse structurelle du parquet dédié. Vous avez une réponse avec un numéro parquet qui vous sert, qui vous servira pour toute la suite de la procédure, et votre plainte est déposée. Donc c'est 15 minutes pour remplir le formulaire? Alors, je ne sais pas, parce qu'il y en a qui sont un peu plus diligents que d'autres, mais voilà, nous, on est parti du constat qu'on avait besoin d'avoir des plaintes, et on le sait très bien, pour en avoir discuté avec de nombreux chefs d'entreprise, venir au parquet ou venir au commissariat ou à la gendarmerie, c'est comme aller aux impôts ou à l'hôpital, personne n'a envie d'y aller. Donc on a pris en compte cette dimension-là et on essaye au maximum de simplifier ça. Donc c'est un formulaire à remplir, allez, peut-être pas en 15 minutes, mais une demi-heure, et un envoi par mail, et le dépôt de plainte est fait. Ça, c'est une fois que l'attaque a eu lieu. Mais on voit bien aussi qu'il y a des pré-diagnostics, je crois, cyber qui ont été mis en place. Donc on voit que vous êtes finalement à tous les bouts de la chaîne. Ces pré-diagnostics cyber, vous nous en dites peut-être un mot général pour expliquer ce que c'est? Oui, alors effectivement, le commandement gendarmerie dans le cyberespace voit la problématique de la cybercriminalité comme étant un tout. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la recherche des auteurs, mais il y a également la partie amont avec toute la partie prévention. Pour être assez rapide sur le sujet, en 2021, donc c'est pas très vieux, la gendarmerie a mis en place un autodiagnostic en collaboration avec l'Association des maires de France au profit des collectivités territoriales, en particulier les mairies. Et l'idée, c'était sur 10 questions très simples de voir si l'hygiène informatique d'une collectivité était favorable ou pas. Alors c'est très simple, soit c'est vert, soit c'est orange, soit c'est rouge. Et force est de constater que sur la majorité des autodiagnostics effectués, on était plutôt sur du rouge ou de l'orange que du vert. Donc l'année passée, en 2022, on a souhaité aller plus loin en réalisant un pré-diagnostic cyber qu'on appelle aujourd'hui Diagonal, qui a été testé dans une dizaine de départements en début d'année 2022, qui regroupe entre 70 et 140 questions en fonction de la taille de la collectivité territoriale, toujours périmètre des collectivités territoriales. Et le retour d'expérience était plutôt bon, 70 à 140 questions. Vous avez quand même un gendarme qui est présent, qui a été spécialement formé en la matière, qui est souvent accompagné d'un réserviste cyber, parce qu'on a cette chance d'avoir une réserve cyber, dont on a des représentants d'ailleurs ici, qui est particulièrement efficace en gendarmerie, donc c'est aussi quelque chose d'utile. Et le directeur général de la gendarmerie a souhaité en octobre de l'année passée déployer le dispositif sur l'intégralité du territoire national, y compris outre-mer, et élargir aussi le périmètre aux PME, aux ETI, et également à d'autres entités comme les hôpitaux par exemple, qui ont été récemment victimes d'un certain nombre de cyberattaques.
Donc Tout ça ça- veut dire qu'on a vraiment, on est vraiment sur des moyens en amont, en aval. Alors complètement, et tout ça aussi pas en autonomie, c'est-à-dire qu'on travaille avec l'ANSSI, puisque l'ANSSI est aussi un des acteurs en la matière, de manière à ce qu'on puisse bien déployer nos dispositifs et être complémentaires. Et juste un chiffre, hein, on a fait à peu près 850 pré-diagnostics diagonales cette année, enfin en tout cas l'année passée, et on a un tiers des entités qui ont été victimes d'une cyberattaque, donc plus ou moins importante, mais surtout un dixième qui a été victime d'une attaque par rançon logiciel. Donc ça montre l'importance des choses. Et dès lors qu'on a pu effectuer ces prédiagnostics, hein, on peut se dire, mais et après, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, on n'est pas prestataire de service, hein, on n'est pas là pour remédier au système. Et c'est là où on a aussi une complémentarité, notamment avec Acima, puisqu'on relaie auprès d'Acima, et Acima pourra mettre en relation avec des entreprises qui sont labellisées, et donc c'est le travail justement de pouvoir conseiller et remettre en état certains systèmes. Ouais, c'est important, et je vais vous donner la parole à tous les deux, Philippe Latombe, Bernard Barbier, d'avoir cette suite finalement, de prendre le relais et de faire descendre pour bien mailler autour de l'entreprise, pour bien la protéger au maximum. C'est vraiment ce travail de fourmi qu'il faut faire pour arriver à sécuriser au maximum. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des personnes qui sont intéressées à ce sujet-là se manifestent, prêchent la bonne parole et montrent les choses. Ça a été dit dans la table ronde d'avant, il faut qu'on monte collectivement notre niveau de protection. Les cyberattaquants sont assez flemmards. Ils ont envie de trouver des failles rapides, de trouver des choses qui leur permettent de faire de l'argent rapidement. Et donc, si on élève globalement le système, c'est tout le monde qui va en bénéficier. Et aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, l'arrivée de l'intelligence artificielle va développer les attaques automatiques. Et donc, forcément, on va avoir besoin d'élever le niveau de la muraille et d'essayer de corriger les failles. Et quand on arrive à trouver une faille, ça veut dire qu'on a aussi la capacité à bloquer une faille à côté. Et donc, il faut qu'on ait ce partage d'informations entre les acteurs économiques, entre les collectivités et les entreprises, mais aussi entre les États. Et on voit que la coopération entre États sur ce genre de sujet est très importante. On a aujourd'hui l'Ukraine qui est un laboratoire. Ce qui se passe en Ukraine est préfigurateur de ce qui va se passer chez nous. Et on le voit bien avec le site de l'Assemblée nationale. On a eu une attaque hier en déni de service, qui était une attaque typiquement utilisée en Ukraine. Et donc, les activistes russes sont venus nous attaquer avec ces attaques-là. On aurait très certainement dû avoir cette information et pouvoir la traiter plus rapidement. Et donc, cette coopération est essentielle. Bernard Barbier, vous dites la réponse, oui, elle est importante. Elle se muscle, néanmoins elle n'est pas encore suffisante parce que il faut peut-être aussi repenser l'organisation des entreprises qui restent, faut bien dire ce qui est, encore mal adaptées à cette menace qui est, et on vient de le comprendre encore, assez diffuse. Alors, un premier point sur la menace, actuellement ce qu'on voit c'est qu'on peut se poser la question pourquoi certaines PME qui n'ont pas les moyens de payer la rançon sont attaquées. En fait, il y a des robots qui automatisent l'attaque. Donc déjà, il faudrait que les entreprises puissent déjà fermer finalement ces portes d'entrée. C'est envoyé au hasard en quelque sorte. Et puis si la porte est ouverte, tant mieux on entre. Ce qu'on voit, c'est que maintenant l'intelligence artificielle, en fait, est un outil aussi très important de cyberdéfense, dans ce qu'on appelle les EDR. C'est fondamental, mais aussi ça va préparer. On va avoir des attaques extrêmement sophistiquées, automatisées, qui vont être issues de l'IA. En fait, l'IA va permettre de généraliser ces attaques. Donc il faut que les entreprises et les organismes publics ou privés puissent résister à ce niveau automatisé d'attaque. Sinon, ça va être la catastrophe va continuer. Je vais prendre un exemple tout bête, le risque incendie. Aujourd'hui, tout le monde dans son entreprise a un extincteur. Est-ce qu'il faut que ce soit finalement la même chose avec la cybersécurité? Moi, je suis persuadé, oui. En fait, là, actuellement, je travaille. Bon, j'ai travaillé pour des très grandes entreprises. Je travaille avec des petites entreprises parce que ça me permet de comprendre comment fonctionnent les PME. Et on voit bien qu'elles sont complètement démunies. Je pense qu'il y a la réglementation qui va imposer des choses. Mais les réglementations, c'est un point important, mais ce n'est pas le point essentiel. Et il faut qu'il y ait finalement des outils. Pour les incendies, on a mis en place des détecteurs d'incendie. Là, il va falloir qu'on mette, par exemple, un outil comme ce qu'on appelle un EDR, qui va permettre de détecter automatiquement une attaque. Donc ces outils, à mon avis, avec l'intelligence artificielle, on a beaucoup de capacité de développer ces outils. Après, le problème qu'on voit, c'est finalement ces outils, actuellement, quand on regarde le bilan au niveau français
Je veux dire, bon, là, on a financé le développement, finalement, des investissements dans la cyber. 90% de ces investissements sont partis chez des éditeurs américains. Hein, quand on regarde, en fait, on augmente à chaque fois le déficit commercial, finalement. Actuellement, on a un vrai souci, c'est qu'il faut qu'on ait des outils. Alors, souverain, j'aime pas le mot, moi je dirais maîtrisé, hein, donc, où on a une compréhension totale de l'outil. Parce qu'en fait, à un moment, voilà, donc, et il faut qu'on développe en Europe, en France, ces outils pour que nos entreprises aient ces outils. Là, je suis intervenu ce matin, parce que moi, j'ai publié là, avec plusieurs, hein, on a publié dans les Échos là, une tribune récemment. Il y a eu un très gros appel d'offres récent de l'UGAP, hein, l'Union des groupements d'achat public, pour fournir à toutes les collectivités locales des outils de cyberdéfense, avec un intégrateur, donc c'est SFR qui a été choisi. Les 10 outils qui ont été choisis, hein, il n'y en a que 2 Européens et Français. Donc ça veut dire qu'on est, et en particulier les outils qui sont fondamentaux, qu'on appelle les EDR. Donc on a décidé, voilà, donc dans les 3, 4, 5 ans qui viennent, toutes nos collectivités locales vont être défendues par des outils américains. Moi je trouve ça complètement anormal. Et là, il faut qu'on se pose des vraies questions actuellement. Voilà, sur notre souveraineté, sur notre autonomie. C'est pas qu'une question de souveraineté, c'est ce que vous dites. Hein, c'est aussi une question de mise en danger potentielle. Le mot souveraineté, j'aime pas du tout. J'aime bien le mot autonomie et maîtrise. Oui, mais on en a parlé ce matin de la souveraineté, effectivement. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est prendre un risque supplémentaire que de choisir des solutions qui ne sont pas tricolores, disons-le. Qui ne sont pas maîtrisées, surtout. Non, oui. C'est plus la question de la maîtrise de l'outil. Mais il y a peut-être un point d'abord, c'est qu'on est à un niveau de protection qui est relativement bas et il faut qu'on monte absolument. La question est une des questions qui nous est posée, c'est est-ce que la loi, la réglementation, doit sanctionner ? Je suis pas aujourd'hui favorable à ce que la loi prévoie des sanctions pour toutes les entreprises qui ne seraient pas protégées en cybersécurité. Je pense que c'est pas raisonnable parce que c'est pas possible. 2, tant que le niveau global n'est pas monté, tant que les collectivités, tant que les hôpitaux n'ont pas eux aussi monté leur niveau, je ne vois pas pourquoi on ferait peser des contraintes à des entreprises qui, elles, ont un intérêt à être protégées en plus de façon intrinsèque. C'est que si elles se font attaquer, elles ont... C'est leur business. C'est leur business, elles perdent des clients, elles perdent un certain nombre de choses. Je pense que l'utilisation de la réglementation, c'est effectivement de dire qu'il y a des entreprises qui sont des opérateurs de services vitaux, des opérateurs de services essentiels, et que donc on va monter les exigences de protection petit bout par petit bout. Ensuite, la question de la sanction pourra se poser plus tard. Mais dans un premier temps, il faut qu'on monte globalement le niveau. Et ça passe par de la coopération et par de l'envie de fonctionner, de la prise de conscience. La sanction, à ce stade-là, sera tellement potentiellement applicable à tout le monde qu'elle perdra son sens. Et on sait très bien qu'une sanction sans sens, elle n'est plus vue de la même façon. Donc je pense qu'il faut surtout qu'on arrive à faire monter le niveau et qu'ensuite, une fois qu'on aura sédimenté ce niveau-là, ça sera du rôle de la loi de dire, ben voilà, ce niveau-là, c'est le socle minimum, tout le monde le respecte, et ben voilà, c'est le socle minimum pour tout le monde, tous ceux qui descendent en dessous de ce socle, on les sanctionne. Il faut qu'on fonctionne un peu avec du droit souple, parce que sinon on n'y arrivera pas. Ouais, ça va aussi faciliter le travail des enquêteurs et le travail de la justice, évidemment, si on rehausse ce niveau de mise en sécurité. Johanna Brousse, on a parlé tout à l'heure des dépôts de plainte, on a commencé à en parler des résultats, parce que vous en obtenez. Il faut peut-être les porter, ces résultats, à la connaissance aussi des entrepreneurs qui nous écoutent, parce que des succès, il y en a, et vous montrez aussi qu'avec la donnée récupérée, il y a 1 an ou 2 sur tel ou tel dossier, on peut, par capillarité, finalement permettre d'arrêter, et vous parliez de coopération internationale, on peut arrêter des cybercriminels. Alors, on arrête de plus en plus de cybercriminels. Les procès vont avoir lieu souvent à Paris. On a jugé la semaine dernière 2 auteurs qui avaient piraté la DGFiP. Et donc le système des impôts avait été mis en panne le temps de procéder à la remédiation. Mais on ne va pas forcément les juger uniquement en France. Il y a beaucoup de cybercriminels qui ne seront pas extradés parce que tel ou tel pays n'extrade pas ses nationaux. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas jugés en France qu'ils ne seront pas jugés dans leur pays d'origine. On a beaucoup de coopération avec les pays européens. Là, on a des auteurs de ransomware qui ont fait plein d'attaques en France, qui vont être jugés en Roumanie.
Les victimes françaises vont évidemment être prévenues, que ce soit par le biais du parquet français ou par le parquet roumain. Mais ce sont des enquêtes qui vont nous mener aux quatre coins du monde et avec lesquelles on va multiplier les partenariats. Donc c'est vrai que la coopération internationale, pour nous, c'est essentiel. Il y a un chiffre que vous m'aviez donné qui est assez parlant, je trouve. En 2018, puisque vous parlez de coopération internationale, 17 dossiers. L'année dernière, combien ? Alors, je peux pas... 611. Alors, ça, c'est pour les dossiers compétences concurrentes nationales. Ouais. Voilà. 611 dossiers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le parquet de Paris a une compétence concurrente nationale. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre tous les dossiers de toute la France, parce que là, c'est vrai qu'avec 3 magistrats, on met la clé sous la porte. Dans chaque parquet français, vous avez un référent cyber qui va pouvoir gérer la cybercriminalité de faible intensité. Néanmoins, le parquet de Paris, au titre de sa compétence concurrente nationale, va pouvoir se saisir des dossiers de grande ampleur. Et à ce titre-là, c'est vrai, l'année dernière, on a pris 611 dossiers au titre de notre compétence concurrente nationale, auxquels se rajoutent tous les autres dossiers, les dossiers parisiens. Donc c'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas vous donner le nombre de dossiers qu'on a en portefeuille. Néanmoins, ce chiffre de dossiers pris du haut du spectre... Ça montre effectivement la progression. La progression. Vous parliez de la présence dans les territoires et je voudrais qu'on s'y arrête un instant parce que c'est important. C'est vrai pour vous au niveau justice, c'est vrai aussi au niveau des équipes gendarmerie qui vont encore se muscler. Vous nous en dites un mot, c'est-à-dire qu'on est une entreprise, on est attaqué, on a un dépôt de plainte, on a une affaire, on peut avoir un référent en proximité. Vous avez un référent cyber dans chaque parquet de France. C'est-à-dire que si vous n'avez pas forcément le contact, même si nous on essaye de promouvoir notre action et de donner notre adresse structurelle, si vous ne savez pas forcément qui contacter à J3, vous pouvez aller auprès du parquet local, voir le référent cyber, et lui, soit il va garder le dossier en propre, soit il va tout de suite nous prévenir, et nous, on va pouvoir, en fonction du type d'affaire, se saisir. Sachant que pour certaines affaires, comme les ransomware, on sera systématiquement saisi parce qu'on a un besoin de centralisation. On a un besoin de centralisation parce que, comme on le disait, on va faire des équipes communes d'enquête avec d'autres pays parce que ce sont les mêmes attaquants et ça n'a pas de sens que le parquet, je sais pas, le parquet de Marseille ouvre une enquête sur le même groupe d'attaquants que nous. On a besoin de centraliser la donnée, à la fois pour être pertinent, mais aussi pour avoir un poids sur la scène internationale et pouvoir être un interlocuteur utile pour nos pays partenaires. Général Husson, même chose, hein, ça se muscle du côté gendarmerie sur le cyberespace. Je crois qu'en 2024, c'est 10 000 cyber-enquêteurs, c'est ça l'objectif ? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a 8700 cybergendarmes qui sont répartis sur tout le territoire, donc en métropole, mais également outre-mer, jusqu'au niveau des brigades de gendarmerie. Donc le principe, c'est justement de pouvoir écouter une victime, de pouvoir partir sur les premières investigations, les bonnes investigations, et surtout monter en subsidiarité par rapport au bon niveau qui permettra de pouvoir traiter l'enquête. Et donc des gens qui ont la formation, qui ont la compréhension, parce que c'est pas toujours évident de pouvoir comprendre quelqu'un qui a été victime du cyberattaque. Il faut pouvoir l'écouter et ensuite il faut pouvoir réagir dans de bonnes conditions. Et ça, c'est tout l'enjeu de la formation de nos militaires, de nos gendarmes. Et aujourd'hui, 8700, l'objectif c'est de passer à 10 000 en 2024. Pourquoi ? Tout simplement, c'est évoqué tout à l'heure, 2024, les JO. On sera sans doute sous le feu des projecteurs et il y a une probabilité très forte que le nombre de cyberattaques augmente fortement. Et toujours on est déjà sur le podium, hein, en termes on est le 3e pays le plus visé par les attaques aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, je parle sous votre contrôle. Oui, on se partage la 3e place. Au gré des classements, ça peut changer, c'est comme pour les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs. Mais non, mais si j'ai un message à faire passer pour les chefs d'entreprise, c'est écoutez votre RSSI. Le RSSI, tout le monde le voit comme étant celui qui va jouer les Cassandres et demander de l'argent. Sauf que c'est peut-être le dernier rempart quand on a une attaque. Pourquoi il faut l'écouter ? Parce qu'ils ont aussi l'habitude de travailler ensemble. Je prends l'exemple de la Vendée. On a créé un club des RSSI pour les plus grosses entreprises de Vendée, où ils se réunissent une fois par trimestre pour échanger sur leurs bonnes pratiques à eux. Et donc quand l'un est attaqué ou quand l'un a eu une tentative et qu'il a réussi à faire en sorte qu'elle n'aboutisse pas, ils partagent l'information avec les RSSI d'autres entreprises. Et donc cette collecte de l'information et le fait de faire tourner l'information aide. Et dans ces cas-là, ça permet aussi d'intégrer, et c'est ce qu'on fait en Vendée, donc le modèle n'est pas déposé, donc prenez-le, diffusez-le dans tous les départements. Ça permet de faire venir une personne de l'ANSSI systématiquement, qui comprend du coup comment fonctionnent les entreprises, quelles sont leurs évolutions de système d'information et donc les attaques potentielles. Ça permet de faire venir la gendarmerie, et le général Boget était venu pour voir les RSSI. Aussi parce que ça permet de dire au RSSI, il y a une réserve à la gendarmerie, inscrivez-vous dans la réserve, venez nous filer un coup de main. Et donc cette porosité est absolument nécessaire parce qu'elle permet à ce que l'information soit
utilisées en proximité le plus vite possible et qu'elles se diffusent très vite. Et pour les chefs d'entreprise, c'est quelque chose, oui, on le voit de loin en se disant ça coûte cher. Ça coûte beaucoup moins cher que de se retrouver à plat pendant une semaine ou 15 jours ou 3 semaines sans service de compta, sans rien. Prenez l'exemple de la ville d'Angers. La ville d'Angers, elle a fait sa paye d'agents communaux à la main pendant 3 mois. Ouais, il y a encore des hôpitaux qui sont à l'arrêt. Il n'y a pas eu de parc-mètre pendant 9 mois. Enfin, vous imaginez ce que ça peut représenter pour une entreprise si elle n'est pas préparée. Donc ça coûte un peu cher, mais c'est un investissement. Il faudra qu'on voit, nous, en tant que parlementaires, comment est-ce que dans les lois de finances, on peut aider les entreprises à la manière, là je réfléchis comme ça, mais ça fait partie des réflexions que certains d'entre nous avons, pour mettre des crédits d'impôt ou mettre des amortissements spécifiques sur des produits de cybersécurité. C'est pas pour faire cocorico comme les Américains avec leur IRA, c'est simplement de dire on a besoin de faire monter en compétences. Comment est-ce qu'on peut faire monter en compétences ? Par de l'évangélisation, mais aussi par des incitations. Il y a soit la contrainte, je pense que ce n'est pas le moment pour la contrainte, je pense qu'il y a plutôt des questions d'incitation. Et ça, c'est peut-être plus vertueux, les Américains l'utilisent bien, peut-être qu'on peut s'en inspirer. Je vous voyais réagir, Bernard Barbier. Effectivement, ça fait partie des filets de sécurité qu'il faut mettre quand une entreprise tombe, quand elle est hackée. Oui, moi je pense qu'on pourrait créer un crédit d'impôt cyber, je ne sais pas, qui serait... Parce qu'on peut se poser la question sur le crédit d'impôt recherche, bon, il y a des fois, mais je pense que ça serait très important d'aider les entreprises. Je pense que beaucoup d'entreprises, ont compris maintenant les enjeux. Je pense que ce qui est, à mon avis, fondamental, c'est de faire évoluer cette vision par plutôt ce que j'appelle l'analyse du risque numérique. Donc au niveau des entreprises, c'est important que le patron, quelle que soit la taille de l'entreprise, il puisse avoir dans l'entreprise quelqu'un qui ait cette vision du risque numérique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quel est le niveau de risque que j'accepte ? Parce qu'on ne peut pas lutter contre tous les risques. Et finalement, quel investissement je vais faire pour limiter ce risque ? Et cette approche par le risque, elle est assez fondamentale. C'est une approche qui est difficile à comprendre. Je pense que beaucoup de gens comprennent le risque incendie, etc. Le risque du numérique, c'est difficile parce que c'est pas... Il est nouveau. Il est plus récent, en tout cas. Alors au niveau, après, de la formation, moi, je suis académicien depuis 5 ans, donc j'ai été élu à l'Académie de technologie pour réfléchir sur la cyber. Et je pense qu'on va essayer de publier des choses sur la partie formation. On en parlera cet après-midi. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur la formation. On a publié quelque chose récemment sur les mathématiques. Bon, et là, sur la formation en cyber, je pense que c'est fondamental, puisque on voit que partout, on en a besoin. Bon, les gendarmes ont besoin, l'État a besoin d'experts, mais les entreprises, dans toutes les PME, il faudrait qu'il y ait des gens qui aient une compétence. Alors, ça ne va pas obligatoirement être des bac plus 5. On a besoin de niveau bac, de bac plus 3. Bac plus 2, bac plus 3, mais c'est fondamental qu'on ait une formation et je pense qu'il faut que l'éducation nationale se mette en marche. Malheureusement, c'est très, très difficile, je pense. Je ne sais pas si l'éducation nationale a bien compris les enjeux de cette formation. La formation, effectivement, ça fait partie des points clés et on aura l'occasion d'y revenir cet après-midi sur ces questions de compétences, de guerre des talents et de formation en interne et en externe. Général, je voyais... réagir à ce que disait Bernard Barbier ? Alors, je voudrais juste réagir par rapport à ce que disait monsieur le député, dans la continuité, notamment sur la préparation des entreprises. Sur tout ce qu'on a pu observer, nous, avec les fameux pré-diagnostics que j'ai abordés tout à l'heure, il y a 2 sujets qui me semblent majeurs, qu'on a pu observer et qui sont vraiment une constante. Le premier, c'est que bien souvent, et très régulièrement, l'attaque, elle arrive par l'utilisateur, bien malgré lui. Mais ça arrive par lui. On parlait des arnaques au faux président. Évidemment, c'est souvent par son intermédiaire, par l'intermédiaire du phishing et par la messagerie. Mais également sur les ransomware. La charge virale, très souvent, elle arrive aussi par une pièce jointe sur le message. Ce qui veut dire que la sensibilisation, elle est particulièrement importante. On a évoqué, je crois, tout à l'heure, la possibilité de faire des fausses campagnes de phishing ou de hameçonnage. Eh bien, c'est une excellente chose. C'est pas pour pointer du doigt une personne en particulier, mais c'est pour en tirer un retour d'expérience, de faire un débriefing et de voir quelles sont les formations qui sont utiles pour les différentes personnes. Le cas échéant, ça peut être aussi des process qui doivent être mis en place pour justement faire en sorte de ne pas arriver à ces faux ordres de virement. Et la deuxième chose, et ça c'est quasi systématique, il n'existe pas de plan de continuité d'activité dans les collectivités, dans les PME, dans les ETI. Et un plan de continuité d'activité, dès lors qu'on a été victime, c'est quelque chose qu'on ne peut pas improviser. Ça se prépare, ça se planifie, ça se joue. On en tire des expériences, ça s'anticipe fortement et on le fait évoluer par rapport justement aux exercices qu'on a effectués. Et ça, c'est un des éléments majeurs.
Est-ce que justement, et ce sera peut-être ma dernière question, je ne sais pas qui va souhaiter répondre, mais est-ce que le rôle des assureurs, il est important, il est clé aussi dans ce dispositif? Est-ce que c'est peut-être ça qui va inciter davantage les entrepreneurs à muscler leur sécurité? Je crois qu'ils sont en train, arrêtez-moi si je me trompe, hein, ils sont en train d'imposer de nouvelles règles aussi qui vont permettre peut-être de passer à la vitesse supérieure. Avant juste de répondre à votre question, un petit point pour aller dans le sens du général. Il y a des entreprises ou des organismes qui font de la simulation d'attaque pour voir comment est-ce que vous pouvez réagir. Les pentesters, hein, c'est ça? Ouais, non, mais vous prenez le COMEX et vous êtes dans une situation de crise. Si vous voulez faire du team building en 2023 avec votre COMEX, faites-le. Ça permet à tout le monde d'être sensibilisé au risque informatique, au risque cyber, parce que vous êtes dans une zone de crise, vous en apprenez beaucoup sur votre voisin, sur le directeur commercial, parce que le directeur commercial, dans ces cas-là, ne joue pas le rôle de DIRCO. Il joue le rôle de DRH. Le patron ne joue pas le rôle du patron, mais il joue le rôle du RSSI. Et donc, ça permet de diffuser la bonne pratique, et c'est un moment de team building relativement intéressant pour les entreprises. Donc, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Pour répondre à votre question, oui, les assureurs s'emparent du sujet. Pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est un risque de plus en plus important, et donc les entreprises demandent à leurs assureurs comment est-ce qu'ils peuvent se faire indemniser quand ils sont attaqués. Et puis parce que c'est un marché. C'est la contrepartie du marché. Et donc on s'est beaucoup battu dans la LOPMI pour éviter d'avoir une rédaction très particulière d'un amendement qui avait été déposé par le gouvernement, qui était sur le paiement par les assureurs de la cyber-rançon. Parce qu'on ouvrait la porte à ce que la France devienne non plus le 3e ou 4e pays sur le podium, mais le premier. Parce qu'on disait systématiquement, il n'y a plus de risque, il n'y a plus d'aléa moral. Allez-y, venez taper en France, c'est les assureurs qui vont payer. Et on sait comment ça fonctionne. Les assureurs, ils ont un calcul de prime par rapport à ce qu'ils doivent indemniser, qui aurait été déficitaire, donc on n'aurait même plus eu d'assurance. Donc il fallait qu'on fasse quelque chose. La rédaction permet au marché et aux assureurs de fonctionner, parce que la loi le permet, mais c'est un marché qui ne fait qu'émerger, qui permettra par contre aussi, ça c'est une certitude, de faire monter le niveau d'exigence, puisque les assureurs vont demander des niveaux minimums pour pouvoir assurer. Johanna Brousse. Oui, c'est vrai que le paiement de la rançon et l'assurabilité du paiement de la rançon, ça a été un vrai débat. Nous, on s'y opposait avec force au parquet de Paris parce que derrière, on le sait, les assurances, elles vont faire elles vont avoir un coût rationnel. Qu'est-ce qui me coûte le moins cher? Le moins cher, parfois, c'est de payer la rançon et pas de payer la perte d'exploitation et la remédiation. Donc c'est vrai que pour nous, c'était vraiment impossible que la première version du texte soit adoptée. Et je sais que les députés et les sénateurs ont été très vigilants là-dessus. Donc le fait de permettre l'assurabilité des rançons n'a pas été adopté. Maintenant, ce qu'on va exiger pour pouvoir bénéficier de son assurance cyber, c'est le dépôt de plainte, le fameux dépôt de plainte. Donc ça, c'est une bonne chose. Et on essaye, les entreprises ont un délai assez contraint pour déposer plainte. C'est pour ça qu'on essaie aussi de multiplier les outils qui leur facilitent ce dépôt de plainte. Voilà. Donc je pense que là, on se rejoint tous sur le fait que les assurances ont un rôle important à jouer dans la matière cyber parce qu'il y a certaines entreprises sinon qui mettraient la clé sous la porte, mais on ne peut pas leur faire jouer n'importe quel rôle. Sachant que quand vous payez la rançon, alors on le sait, il y a certaines entreprises qui au final vont devoir payer la rançon, sinon c'est pour elles symbole de faillite. Mais derrière, ça va financer des groupes criminels. Ça va financer aussi... Ça réalimente la machine. Ça réalimente la machine, mais ça va financer aussi l'action de certains États. Voilà. On l'a déjà vu, ça a été jugé à Paris dans le dossier Loki. C'était un créateur russe d'une plateforme de blanchiment qui utilisait des attaques par ransomware pour alimenter sa plateforme et financer des actions de certains États, des actions extérieures. Et on dit que grâce à ça, il a notamment facilité le financement de l'ingérence dans la campagne américaine Trump-Hillary Clinton. Donc le paiement des rançons, c'est pas anodin. Ça peut alimenter des groupes criminels, mais ça peut aussi faciliter certaines actions d'État, de déstabilisation. Voilà. Donc quand on paye la rançon, on finance aussi cet écosystème. Le message est, je pense, clair et bien passé auprès de ceux qui sont avec nous ici au campus cyber et ceux qui nous suivent évidemment en distanciel. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous pour ce dernier débat de la matinée.
On se retrouve en tout début d'après-midi à partir de 14h. Nous serons avec le ministre Jean-Noël Barrot et également avec Geoffroy Roux de Bézieux. Et puis nous parlerons des compétences et de la formation cet après-midi. À tout à l'heure.